eh bien, un objet lumineux, rouge, rougeoyant, sans bruit. Angulaire avec donc, trois gros feux aux extrémités, des feux blanc-jaune. Donc là on s'est aperçu que dans le ciel, sur notre gauche, il y avait deux lumières assez distantes. Et en regardant dans le rétroviseur intérieur, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose derrière moi, mais le fait d'avoir fait l'AMS a été un truc extraordinaire parce que ça nous a vraiment apporté pour nous. On a eu quand même des vidéos très intéressantes, hein. Ça a quand même amené un petit peu d'éléments, on va dire. Après, c'est toujours difficile de mettre l'AMS toujours au bon endroit, de trouver des gens sérieux qui seraient intéressés, donc d'installer ça chez eux. Mais ça va se faire tout doucement, je pense, dans l'avenir. ams.écoledevance.net, vous tapez http://ams pour Automatic Measurement Station.écoledevance.net.fr. Donc vous aurez effectivement un petit peu l'AMS, en tout cas première version, plus quelques vidéos qu'on a mis en ligne. Et donc l'idée de l'AMS, hein, ça nous est venu beaucoup grâce à Serge qui est présent ici, hein, faut le dire. Et on est parti du constat que vous ne pouvez pas être toujours présent sur le terrain pour enregistrer ou tenter d'enregistrer ce genre de phénomène insolite. Et quand bien même on serait sur le terrain, quand ça arrive, bien, finalement c'est relativement rapide. Et dans la grande majorité des cas, eh bien, on n'a pas le temps de sortir du matériel photographique ou caméscope pour enregistrer quoi que ce soit. Parce que soit c'est trop bref, ou bien parce qu'on est pris par le feu de l'action, et puis égoïstement on veut d'abord profiter du phénomène avant de penser malheureusement aux autres, hein. C'est malheureux de dire, mais c'est souvent comme ça. Et puis il y a aussi l'effet de surprise, c'est-à-dire qu'on se pose souvent la question de savoir si c'est naturel, pas naturel, et puis quand on s'aperçoit qu'effectivement il y a un gros problème parce que ça monte en intensité, c'est un peu le branle-bas de combat, et puis le temps d'aller chercher dans le sac un appareil photo, un truc, effectivement ça disparaît. Donc partant de ce constat-là, on s'est dit que l'idéal ça serait d'avoir du matériel qui puisse enregistrer de manière complètement automatique tout phénomène transitoire qui se passe dans le ciel, pour une portion du ciel. Et puis on enregistre ça, et puis après coup on regarde un peu ce qui se passe. Et en plus, c'est bien que ce matériel soit autonome, présent sur le terrain, sans qu'on y soit nous. Et donc on est parti un petit peu de ce principe de l'AMS, où l'idée ça a été de mettre en premier une caméra automatique qui filme le ciel mais qui n'enregistre rien, qui n'enregistre que lorsqu'il y a une lumière qui rentre dans son champ. Alors c'est quelque chose qui ne fonctionne que la nuit. Donc évidemment sur les enregistrements on a tout un tas de phénomènes tout à fait naturels comme typiquement des avions et des météorites, hein. Mais sur le lot, donc ça demande du travail parce qu'il faut récupérer les fichiers, puis trier et éliminer tout ce qui est naturel. Et dans le lot, il se trouve qu'on a eu quelques résultats intéressants. Donc des choses, alors il ne faut pas s'attendre à avoir effectivement la soucoupe, les hublots et les boulons, hein, mais on a quand même des phénomènes lumineux qui correspondent à rien du tout de connu, qui sont rares en rapport au nombre de vidéos qui présentent des objets tout à fait banals. Et donc voilà, donc c'est un système qui marche assez bien, puisque notre rôle à nous c'est d'une part la maintenance, et simplement effectivement d'aller chercher les vidéos qui sont enregistrées sur un disque dur, donc dans un format brut de ce que la caméra a enregistré au moment où il y a eu du mouvement. Donc après finalement le problème c'est de faire du tri de toutes ces vidéos, parce que ne serait-ce que sur une soirée, une seule portion du ciel, on peut cumuler des dizaines, voire des centaines de petites vidéos d'avions ou de météorites. Et quand vous laissez ça tourner plusieurs jours, vous vous retrouvez avec une quantité phénoménale de fichiers à regarder. Et donc voilà. Mais finalement, on est capable d'avoir sur un support qui est relativement fiable des informations qui, elles, peuvent être analysables après par la suite. Donc nous, notre rôle, ce qu'on s'est donné comme rôle, c'est de ne pas analyser ces vidéos parce que finalement, on n'est pas forcément des spécialistes de l'analyse d'image. Et en plus, on a peu de temps pour le faire. Donc,
on met à disposition du public ces vidéos, en tout cas pour ceux qui le souhaitent. Et donc on engage toutes les personnes un petit peu qui veulent réellement travailler sur des vidéos un peu étranges à les analyser, et puis pourquoi pas nous dire qu'effectivement c'est des choses qui sont classiques et qu'on puisse éliminer, et puis d'autres peut-être mettre en valeur des choses qui le sont un petit peu moins et qui peuvent poser problème. Donc nous on est ouvert à toute personne qui veut s'engager d'un point de vue technique sur soit effectivement l'amélioration du système AMS, soit effectivement le côté analyse de vidéos et d'images. En revanche, on n'est pas là non plus pour on va dire présenter des vidéos et affirmer comme des vidéos, on va dire exotiques voire extraterrestres ou que ce soit. C'est pas du tout notre but. On a pris un rôle de présentation. On le fait évidemment bénévolement. Donc c'est un projet qui demande malheureusement du temps qu'on n'a pas toujours, qui demande des moyens financiers aussi, parce que le matériel en tout cas qu'on a acheté au départ, ça a été de deniers personnels, notamment des caméras ultra-sensibles, des différents types d'enregistreurs, etc. Et donc on a tous participé financièrement à cette opération. Et pour continuer l'aventure et pour continuer ce projet, eh bien on a souhaité en parler et vendre un livre via notre association qui raconte une partie en tout cas de nos histoires vécues au col de Vence, et puis plein d'autres choses que je vous engage à découvrir. Et donc les bénéfices des ventes du livre sont 100% réinvestis dans l'association, dont une bonne partie effectivement pour l'AMS. Nous à titre personnel on a fait ça bénévolement, à la fois le livre et l'AMS, et donc finalement la dynamique qu'on a essayé de créer, de mettre en place, sert pour l'amélioration de l'AMS et pour d'autres projets qui peuvent être rendus publics ou qui sont rendus publics si les personnes en font le souhait. Voilà. Donc actuellement vous êtes sur la 3e génération de l'AMS. Oui, effectivement, donc la première a été développée, qui est décrite sur le site AMS donc en question. Et donc ça nous a apporté des premiers résultats tout à fait intéressants. Mais on a vu aussi toute la difficulté de pouvoir donc développer ce type de matériel avec des installations électroniques, informatiques, mécaniques, etc. Et donc le premier AMS avait un certain volume, un certain poids qui était un peu incompatible entre guillemets avec une certaine autonomie sur le terrain. Donc il nous a fallu un petit moment pour pouvoir analyser la problématique. Et on a découlé donc le deuxième AMS, le deuxième prototype, qui a vu donc son poids fondre comme neige au soleil, ce qui est une très bonne chose, parce que c'était le but premier du cahier des charges qui avait été établi. Et donc celui-ci maintenant, il a combien, un an, c'est ça? Un peu plus d'un an d'existence. Et on va maintenant sur le troisième prototype, donc qui sera encore plus allégé, plus autonome sur le terrain, une durée de vie plus longue en termes d'enregistrement et d'autonomie. Et c'est bien le but qu'on s'était fixé dans le cahier des charges que nous avions établi au tout départ. Donc un produit qui soit donc léger, transportable, automatique, avec une durée d'autonomie donc suffisante pour nous permettre, nous, vu qu'on a des métiers assez prenants, de pouvoir nous laisser un petit peu de temps avant de revenir sur le terrain, recueillir les données enregistrées. Et donc oui, on est maintenant sur la troisième génération. Et on espère qu'on va aboutir assez rapidement pour continuer ce que a dit Olivier, à savoir l'enregistrement de brut. Et les bruts sont disponibles pour tous, de telle façon à faire en sorte que tout le monde puisse se retrouver comme l'ICDV dans l'aventure. Ça ne nous appartient pas, ça appartient à tout le monde. Nous, chez les ICDV, on a comme principe, effectivement, lorsqu'on tombe sur un cas ou une zone, en tout cas relativement sensible, eh bien, c'est de peut-être pas trop en parler ou de la médiatiser tout de suite, dans un premier temps, simplement pour se garder le terrain, on va dire, vierge de toute influence, et puis peut-être d'enquêter à fond ou de voir un petit peu ce qui peut s'y passer un maximum, et puis ensuite, effectivement, pourquoi pas le rendre au public, ça pose pas de problème. Mais dans un premier temps, effectivement, éviter que l'endroit, par exemple, soit envahi de curieux ou de gens qui peuvent faire en sorte eh bien, que un endroit qui va être où il y aura des apparitions récurrentes, par exemple, insolites récurrentes, eh bien, du fait de l'apport de touristes, eh bien, il ne se passe plus rien. Donc ça, on l'a constaté plusieurs fois.
c'est peut-être un petit peu ce qui se passe aussi périodiquement au col de Vence, où lorsqu'on a aussi beaucoup de curieux, de personnes qui s'y intéressent, on a noté aussi une baisse d'activité du phénomène. Et peut-être que les deux sont liés, c'est-à-dire qu'un endroit, dès qu'il est très connu, et inversement, on a une activité ufologique qui va diminuer. Donc voilà. Raconte-nous, en résumant bien sûr, l'aventure ICDV. Une sacrée aventure, les ICDV. Ça, c'est quelque chose qui restera quelque chose de vraiment très important pour moi. Je me suis fait des amis, et ça c'est vraiment quelque chose de très très important. J'ai vécu des moments incroyables, très intenses avec mes copains, mes amis. Donc que ce soit au niveau des veillées, de certaines choses qu'on a essayé de faire ensemble, que ce soit le livre qu'on a réalisé en 2008, que ce soit pour l'AMS, ça aussi ça a été une aventure extraordinaire, donc que notre ami Serge a eu l'idée. Je sais qu'il y a des choses qui nous entourent dont on est ignorant, on est bête, on est idiot, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et comme on insiste un peu et puis on ne veut pas simplement être spectateur de choses, alors on essaye de comprendre. Et pour essayer de comprendre, on vient ici, on constate. C'est un premier pas vers peut-être vers ce qui nous entoure. Et à chaque fois qu'on voit quelque chose, non seulement on n'est pas rassasié, mais on a encore plus faim, donc on revient le coup d'après. C'est une véritable aventure à la fois d'amitié et puis une aventure de terrain qui a commencé à cette époque-là et qui perdure aujourd'hui avec force de conviction et de certitude à la fois des personnes que nous sommes les uns avec les autres et puis de la réalité du phénomène de la région. Pour moi, ça a été de l'amitié, de la sympathie, une compréhension de l'existence peut-être comme disait Olivier, d'une plus grande complexité de notre univers, avec peut-être la présence d'un monde invisible dont on parle souvent dans les religions ou ailleurs, et dont on pourrait se méfier, dont on pourrait douter, et qui finalement existe. C'était une formidable aventure humaine et que le côté pluridisciplinaire du dossier ne faisait qu'augmenter la richesse de l'aventure humaine que nous vivons tous au CCDV, à la fois dans les veillées et les rencontres et le terrain. Merci à toi Gilles pour cette interview et puis la passion que tu as pour le dossier, le phénomène en général. Continue comme ça. T'oublies pas Ça, je le souhaite à tout le monde de rencontrer des gens comme ça, intéressants, qu'on puisse travailler sur l'ufologie, avoir des idées, et pas simplement être un peu, on va dire, statique, simplement que d'éveiller. Donc c'est bien de faire des veillées, mais c'est bien aussi d'essayer d'avoir plus d'ouverture, et des rencontres, bien entendu, avec des témoins, tout ça, c'est aussi très important.